En Nochebuena, je suis rentré à la maison sans prévenir. J'ai trouvé ma fille tremblant dehors. À 0°C. Sans couverture à l'intérieur. La famille de mon gendre riait, trinquait avec du cava devant la cheminée. J'ai ouvert la porte brusquement avec ma fille dans les bras et j'ai dit 6 mots. Je suis heureuse que tu sois ici. Si tu regardes cette vidéo, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu écoutes mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. Je suis descendu du taxi. Mes chaussures lourdes s'enfonçaient dans la couche épaisse de neige devant la maison de ma fille à Querétaro. Le vent glacé me frappait le visage comme s'il voulait m'arracher la peau, m'obligeant à relever le col de mon manteau. Après tant d'années comme entraîneuse de taekwondo, je pensais déjà être habitué à tous les défis, depuis la chaleur étouffante du dojo jusqu'aux hivers les plus durs. Mais le froid de cette nuit de Noël m'a fait frissonner. Je suis resté là, devant la maison illuminée, avec un mélange d'émotion et de nervosité. Aujourd'hui je voulais surprendre Camilla. Je voulais voir le sourire radieux de ma fille quand sa mère apparaîtrait. Soudain, après tant de mois d'absence, la cour avant était couverte de neige, sans une seule empreinte, comme si personne ne se souciait de la nettoyer. À travers la grande fenêtre, je pouvais voir la lumière chaude qui sortait du salon, où la musique de Noël joyeuse sonnait depuis une enceinte Bluetooth. La chanson Feliz Navidad, que Camilla adorait quand elle était enfant, remplissait maintenant l'ambiance. Je me suis approché un peu plus, essayant de regarder à l'intérieur. Une longue table couverte d'une nappe rouge brillante s'étendait devant moi, remplie de plats traditionnels. Un dindon doré, des assiettes de tamal fumant, un bol de salade de pommes avec des morceaux brillants de pommes et de raisins secs, et des verres de vin rouge qui brillaient sous les lumières. La famille Santillan, la famille de Rodrigo, mon gendre, était réunie au complet. J'ai reconnu Don Eduardo, le père de Rodrigo, assis avec un air d'autorité, Doña Teresa, sa mère, tenant un verre de vin avec un sourire hautain sur les lèvres. Et aussi la sœur de Rodrigo, Isabella, avec ses 2 enfants petits qui riaient sans arrêt. Tous levaient leurs verres en trinquant autour de la cheminée allumée. Mais où était Camilla? J'ai froncé les sourcils, essayant de voir plus loin à l'intérieur, pensant qu'elle était peut-être assise dans un coin caché. Je m'étais imaginé la voir sourire et parler joyeusement, comme avant, quand elle s'accrochait à mon cou pour me raconter des histoires interminables. Alors j'ai entendu un bruit, un son faible, à peine un gémissement venant du porche. Je me suis tourné et j'ai senti que mon cœur s'arrêtait sous la lumière faible, à côté d'un pot de poinsettia couvert de neige. Camilla était recroquevillée sur une vieille chaise en bois. Elle portait seulement un chemisier fin. Ses épaules fragiles tremblaient sans contrôle et ses cheveux en bataille collaient à son front, mouillés par la neige fondue. J'ai couru vers elle, le cœur battant fort dans ma poitrine. « Camilla !» ai-je crié d'une voix brisée par la panique. J'ai retiré d'un coup ma veste d'entraîneuse et je l'ai couverte en urgence. Mes mains tremblantes ont touché son bras. Il était glacé, comme s'il n'y avait plus aucune chaleur en lui. Camilla a levé la tête, ses yeux rouges, ses lèvres pâles ont murmuré à peine « Maman ». Sa voix était si faible qu'elle s'est presque perdue dans l'air et elle s'est effondrée contre mon épaule. Je l'ai serrée fort, sentant son corps trembler par secousses, comme un petit oiseau pris dans la tempête. « Je suis là, mon amour. Je suis là », ai-je murmuré en essayant de paraître calme, même si les larmes brûlaient déjà dans mes yeux. J'ai sorti un pull de rechange de mon sac et je l'ai enroulé autour de Camilla, essayant de lui donner un peu de ma chaleur. Je l'ai soulevée dans mes bras pendant que ses pantoufles trempées tombaient sur la neige, laissant une trace désordonnée. Je l'ai serrée contre moi, sentant sa respiration faible dans mon cou. À cet instant, la seule chose que je voulais était de la sortir de là, loin du froid glacial, loin de tout ce qui l'avait menée à cet état. Mais ensuite, depuis l'intérieur de la maison, les rires continuaient à résonner, insouciants et cruels. J'ai entendu clairement la voix de Rodrigo, grave, remplie d'arrogance, se vantant de quelque chose. Toute la table a éclaté de rire et le tintement des verres a sonné comme une musique lointaine et étrange. Eux étaient heureux, confortables près de la cheminée, alors que ma fille, mon propre sang, tremblait dehors dans le froid, comme si elle ne méritait pas d'entrer dans cette maison. Quelques heures plus tôt, j'étais à l'aéroport de Guadalajara avec encore la sueur collée dans mon dos. Après une semaine entière à entraîner l'équipe nationale de taekwondo, la chaleur du tatami semblait encore m'accompagner, même si maintenant je me trouvais dans l'air frais du hall de l'aéroport. Je tirais ma vieille valise, tellement excité que je pouvais à peine rester tranquille, juste en imaginant comment le visage de Camilla s'illuminerait en me voyant arriver par surprise à Noël.
Mon cœur battait fort. Elle avait toujours été ma lumière depuis qu'elle était enfant, s'accrochant à mes jambes pour que je lui raconte une histoire, jusqu'à devenir une jeune fille douce dont le sourire effaçait la fatigue de mes journées les plus dures. Mais mon travail, comme entraîneuse principale, m'emmenait d'un endroit à un autre de Mexico, à des tournois internationaux qui me volaient des moments avec Camila. Chaque fois que je partais, je me répétais, juste un tournoi de plus et après je serai avec elle. Et maintenant j'étais ici, prête pour un Noël de retrouvailles qui, j'en étais sûr, la rendrait heureuse. Je me suis assise dans la salle d'attente pour le vol vers Querétaro et j'ai sorti mon téléphone pour appeler Camila. Je voulais la prévenir, entendre sa voix et m'assurer qu'elle était à la maison. La sonnerie a duré longtemps. Chaque tue augmentait mes nerfs. Personne n'a répondu. J'ai froncé les sourcils, pensant qu'elle était peut-être occupée à préparer le dîner de Noël avec la famille Santillan. J'ai rappelé une fois, puis encore, et toujours la même chose. Silence. Une inquiétude s'est installée dans ma poitrine, comme une tache d'encre qui s'étend sur du papier. Je lui ai envoyé un message, « Maman arrive. Tu es à la maison ?» Et je suis resté à regarder l'écran, attendant de voir apparaître le petit point bleu. Mais rien n'est apparu. J'ai essayé de chasser cette mauvaise impression, me convainquant qu'elle avait sûrement laissé le téléphone quelque part ou qu'elle était distraite en décorant le sapin, comme chaque année. L'avion a atterri à Querétaro quand il faisait déjà nuit. J'ai tiré la valise hors de l'aéroport et le froid de la nuit d'hiver m'a glacé immédiatement. Les familles s'embrassaient, riaient et se préparaient pour la messe de minuit. Un père portait sa petite fille sur ses épaules. La fillette tenait une sucette en forme de sapin et riait heureuse. Je les ai regardés et un homme a serré la poitrine. Moi aussi, j'avais porté Camila ainsi, je l'avais aussi emmenée par la main dans les rues pleines de lumière de Noël. Mais maintenant j'étais seul, tirant une valise lourde, sortant de l'aéroport avec une solitude indescriptible. J'ai fait signe à un taxi et d'une voix rauque de fatigue j'ai dit « Emmenez-moi à Colina, rue 12. » En chemin, la circulation était bloquée, les rues pleines de gens couverts de manteaux et d'écharpes qui allaient à l'église pour la messe. J'étais dans le taxi, regardant par la fenêtre les lumières chaudes qui sortaient des maisons. Les cloches de l'église sonnaient au loin, mélangées à un chœur qui chantait Douce nuit quelque part. J'ai souri en imaginant Camila occupée dans la cuisine, préparant les tamales qu'elle avait appris de moi. Quand la voiture s'est arrêtée à un carrefour, j'ai regardé dehors et j'ai soudain vu un groupe de policiers dirigeant la circulation. J'ai reconnu Diego, mon ancien élève des jours où je donnais des cours de taekwondo à l'école sportive locale. Il était grand, avec une allure ferme dans son uniforme de policier, mais gardait encore le même sourire bienveillant qu'avant. J'ai baissé la vitre et j'ai crié. « Et Diego ?» Il s'est tourné et ses yeux ont brillé en me reconnaissant. Diego a couru vers moi. Son souffle devenait de la vapeur blanche dans l'air froid. « Madame Rosa, vous êtes revenue. » s'est-il exclamé en ajustant sa casquette de policier. J'ai souri en essayant de cacher ma fatigue. « Oui, je viens juste de finir la formation à Guadalajara. Tu travailles toujours à Querétaro. Comment vas-tu ?» Diego a hoché la tête avec un grand sourire. Je suis toujours ici comme policier de circulation. Êtes-vous venu passer Noël avec votre famille? Oui, je suis venu avec Camila, ai-je répondu. Et mon cœur s'est réchauffé en mentionnant ma fille. Mais à ce moment-là, le visage de Diego s'est figé. Son sourire s'est effacé. Une lueur de doute passa dans ses yeux, comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'osait pas. Un mauvais pressentiment s'est allumé en moi, comme une flamme qui commence à s'étendre. « Et qu'est-ce qu'il y a, Diego? Y a-t-il un problème ?» ai-je demandé en baissant la voix. Il a secoué la tête, forçant un sourire. « Non, ce n'est rien, madame. Seulement, c'est bien que vous soyez revenu. » Mais dans ses yeux, je voyais l'inquiétude. J'ai voulu lui demander plus, mais le feu est passé au vert. Le chauffeur a accéléré et la voiture est partie, laissant Diego me regarder depuis la rue, la main serrant fort la visière de sa casquette. En approchant de la maison de Camila et de son mari, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter à une certaine distance du portail. Je voulais leur faire une surprise, voir le visage de Camila en me trouvant debout devant la porte. J'ai pris ma valise et j'ai marché sur le chemin couvert de neige. Mes chaussures laissaient de profondes empreintes au sol. La lumière jaune des maisons autour brillait comme des bougies allumées. De loin, j'ai entendu le son d'une guitare et des chants qui sortaient du salon de Camila. J'ai souri en imaginant ma fille chanter, comme quand elle était enfant,
quand elle se mettait à côté de moi et chantait Los Peces en El Rio avec cette voix si claire. J'ai posé la valise sur la marche. J'ai respiré profondément et je me suis préparé à frapper à la porte. Mais alors, un rire moqueur sortit de la maison, aussi tranchant qu'un couteau coupe en l'air. Je suis resté figé. Ma main levée n'a pas frappé. La voix grave et rude de Don Eduardo, le père de Rodrigo, a résonné. C'est ça qu'on appelle une belle fille? Une femme qui ne peut pas donner d'enfant. 4 fausses couches. N'a-t-elle pas déjà donné assez de honte? Son rire sonnait lourd, plein de mépris. Puis la voix de Rodrigo entra, froide et cruelle. Là elle fait toujours semblant d'être dépressive. Elle s'enferme dans la chambre pour ne rien faire. Si ce n'était pas pour mes parents, je l'aurais déjà mise dehors depuis longtemps. Un autre rire éclata, suivi du tintement des verres de vin. J'ai entendu Isabella, la sœur de Rodrigo, avec un ton venimeux. Oui, totalement inutile. Une épouse qui ne peut pas avoir d'enfant. À quoi ça sert? Elle fait semblant d'être malade juste pour qu'on la chouchoute. Quel ridicule. Chaque mot était comme un couteau droit dans mon cœur. Je suis resté là, paralysé, la respiration coincée dans ma gorge. C'est comme ça qu'il traitait ma Camila, ma fille, celle qui rêvait d'une famille heureuse. Celle qui préparait chaque repas avec tant de soin pour son mari. Maintenant il l'humiliait de cette façon. 4 fausses couches, et chacune l'avait laissé en pleurs jusqu'à ne plus avoir de larmes pendant mes appels téléphoniques. Et maintenant, il disait qu'elle faisait semblant. J'ai serré les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Et c'est alors que j'ai vu Camila recroquevillée sur une chaise en bois, sur le porche, avec seulement un chemisier fin, la tête baissée, et tout son corps tremblant sous le froid glacial. Mes yeux se sont embués. Mon cœur s'est arrêté. J'ai porté Camila dans mes bras. Son corps tremblait encore. Gelé comme un bloc de glace. Mes mains tremblaient aussi, pas seulement à cause du froid qui pénétrait jusqu'aux os dans la nuit enneigée de Querétaro, mais aussi à cause de la fureur qui brûlait dans ma poitrine. Chaque pas que je faisais vers la porte des Santillans pesait comme si je portais 1000 kilos, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai frappé fort à la porte en bois. Les coups résonnaient fermes, couvrant la musique de Noël qui grondait à l'intérieur. Jingle Bell se répétait encore et encore, comme une moquerie face à la scène douloureuse que je venais de voir. Personne n'est sorti ouvrir. J'ai serré les dents et j'ai frappé encore plus fort, comme si je voulais abattre cette porte d'un seul coup. Finalement, la porte s'est ouverte. Doña Teresa était là, avec un verre de vin rouge qui se balançait dans sa main. Ses lèvres peintes d'un rouge vif brillaient sous la lumière. L'odeur d'alcool émanait d'elle, mais sur son visage se dessinait un sourire forcé, essayant de paraître cordial. « Eh, Doña Rosa, quelle surprise que vous veniez comme ça soudainement, dit-elle d'une voix mielleuse mais fausse, comme si j'étais une invitée indésirable. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu pour qu'on vous accueille comme il faut? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans essayer de cacher ma colère. Prévenir avant? L'ai-je grogné, chaque mot sortant comme un sifflement entre mes dents. Si j'avais prévenu, comment aurais-je vu ça? Qu'avez-vous fait à ma fille? J'ai serré Camila encore plus fort dans mes bras, sentant sa respiration faible contre mon épaule. Chaque souffle d'elle était un rappel que je ne pouvais pas laisser les choses ainsi. Teresa a haussé un sourcil, baissant les yeux vers Camila dans mes bras. Elle a esquissé une grimace comme si elle voyait quelque chose de gênant. Camila voulait juste sortir prendre un peu d'air froid, a-t-elle répondu avec un ton doux mais rempli de mépris. Ne faites pas tout un scandale. Aujourd'hui c'est Noël. Entrez. Ne restez pas dans le froid. Ces paroles furent comme une gifle sur mon visage. Prendre un peu d'air froid, alors que ma fille faillit geler dehors avec seulement un chemisier fin. Avant que je ne puisse répondre, Rodrigo est apparu derrière sa mère. Sa chemise avait plusieurs boutons d'effet, montrant un air de désintérêt volontaire. Il tenait une bouteille de vin à la main et m'a lancé un regard de défi. « Maman, ferme la porte, dit-il d'un ton arrogant, le menton levé. Laisse-la dehors, ça lui passera. Qui vient au dîner de Noël en faisant semblant d'être fragile juste pour éviter d'aider? Il a lâché un petit rire moqueur, comme s'il avait dit quelque chose de brillant. Ces mots furent un autre couteau, non seulement dans mon cœur, mais planté directement dans Camila. J'ai senti son corps se recroqueviller un peu plus dans mes bras, comme voulant disparaître de la table. La voix d'Isabella a résonné, acide et venimeuse. Voilà, une femme qui n'a même pas su accomplir son rôle d'accoucher.
Alors, quelle valeur peut-elle avoir? Tu es une inutile. Son rire a sonné tranchant comme une lame, se mélangeant au murmure des autres autour de la table. J'ai entendu les deux enfants d'Isabella, les cousins de Camilla, courir jusqu'au porche, curieux de regarder. Ils ont vu Camilla dans mes bras, puis ils ont éclaté de rire, chuchotant entre eux. À la tante Camilla est punie. Leur petite voix d'enfant était innocente, mais ces mots m'ont brûlé comme du sel dans une blessure ouverte. Le sang m'est monté au visage. J'ai frappé fort mon épaule contre la porte, puis je lui ai donné un coup de pied de plus. La porte s'est ouverte brusquement, a frappé le mur et le fracas a fait taire toute la salle. Le vin dans le verre de Teresa a débordé, laissant des taches rouges sur le tapis coûteux. La musique de Noël s'est arrêtée d'un coup, comme si quelqu'un avait éteint les enceintes. L'air dans la salle est devenu lourd, étouffant, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Je suis entré au milieu de la salle, portant toujours Camilla dans mes bras. Chaque pas que je faisais laissait une trace de neige fondue sur le plancher en bois, comme des empreintes d'une rage impossible à effacer. Tous les regards se sont fixés sur moi. Don Eduardo, avec son visage froid. Teresa, sans son sourire forcé. Isabella, avec les yeux pleins de mépris. Et le reste de la famille, mélangeant surprise et irritation. Je sentais l'hostilité dans chaque regard, mais je m'en fichais. Avec précaution, j'ai installé Camilla sur le canapé et j'ai mis mon écharpe sur ses épaules. Ses mains restaient glacées, tremblant comme si le froid de la neige l'enveloppait encore. Je me suis agenouillé, la regardant dans les yeux, essayant de lui transmettre un peu de force. Même si à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'une tempête de colère et de douleur. Le salon des Santillans restait illuminé. La cheminée crépitait, mais l'ambiance était lourde, comme si tous attendaient une explosion. Rodrigo s'est approché, le visage rouge à cause de l'alcool, les yeux brillants de suffisance. Il a baissé la voix avec froideur, mais sans perdre l'arrogance de celui qui se croit maître de tout. Vous n'avez pas le droit de faire un scandale dans ma maison. Rosa, a-t-il insisté sur les mots ma maison. Comme s'il voulait me rappeler que j'étais une étrangère qui n'avait pas sa place ici. Il s'est redressé, une main sur la hanche et la chemise entr'ouverte, en signe de mépris. Mais dans ses yeux, j'ai aperçu un éclair d'insécurité. Il savait que je n'étais pas quelqu'un de facile à écraser. Je me suis levé d'un bond. Je l'ai pointé du doigt directement au visage et ma voix a tremblé de fureur. Que je n'ai pas le droit. Et toi? Tu as le droit de jeter ma fille dans le froid, de la laisser presque mourir gelée? J'ai senti le sang bouillir dans ma tête. Chaque mot sortait comme une flèche depuis ma poitrine. C'est ça que tu appelles un mari? C'est ça que vous appelez une famille? J'ai regardé autour de moi, vers la table du banquet, avec les plats encore fumants. Les verres de vin brillants comme si tout cela se moquait de la souffrance de Camilla. Don Eduardo s'est levé lentement du bout de la table, a ajusté sa veste et sa voix grave a résonné avec autorité. Ça suffit, Doña Rosa. C'est une affaire de famille. Une femme qui n'a pas pu donner des enfants doit apprendre à supporter. C'est la tradition. Ces mots sont tombés comme un coup de marteau. Froid et cruel. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu la suffisance d'un homme qui avait été juge, habitué à tout contrôler. Mais aujourd'hui, il avait mal choisi son adversaire. J'ai dirigé mon regard vers la table où la dinde sentait encore bon, où les tamales étaient parfaitement rangés. Où le vin étincelait sous la lumière. Puis j'ai regardé Camilla, tremblant encore sur le canapé, avec l'estomac qui grognait faiblement comme une accusation muette. Je n'ai plus pu me retenir. Ma voix a explosé, forte et tranchante. Alors vous festoyez pendant que ma fille était dehors. À 0 degré, sans manteau, sans une bouchée. C'est ça que vous appelez tradition? C'est ça que vous appelez humanité? Teresa a haussé les épaules avec un sourire froid, comme si j'exagérais. Une affaire sans importance. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, même si elle mange, ne fait que gaspiller, a dit Doña Rosa d'une voix douce mais pleine de mépris. Elle a levé sa coupe de vin et en a bu une gorgée, comme pour montrer que mes sentiments et ceux de Camilla ne comptaient pas du tout. Isabella s'est mêlée aussi depuis la table avec un ton acide, comme pour mettre du sel sur la plaie. Votre fille utilise toujours la dépression comme excuse pour éviter le travail. Dans toute cette année, a-t-elle déjà préparé un repas correct pour la famille? Elle ne sait que se jeter sur le lit, se plaindre et embêter tout le monde. Elle a secoué la tête avec un regard plein de moquerie. Comme si Camilla était un fardeau que toute la famille Santillan devait supporter.
Les murmures des parents autour de la table ont augmenté. Certains ont hoché la tête, d'autres ont ri avec sarcasme, comme s'ils soutenaient ces paroles venimeuses. J'entendais chaque son, chaque regard de côté, et chacun me transperçait la poitrine comme un coup de couteau de plus. J'ai voulu renverser toute cette table luxueuse pour exiger justice pour ma fille. Mais alors, une voix faible s'est fait entendre depuis le canapé. Camilla, ma petite, s'était réveillée. Elle essayait de se redresser avec ses mains tremblantes. Accrochée au bord du fauteuil, et elle essayait de parler. Elle a balbutié d'une voix brisée, près de s'évanouir. Je suis tellement fatigué. Personne ne me comprend. Mais ces mots ont été écrasés aussitôt par le cri de Rodrigo. Ça suffit. Tais-toi. Tu m'as déjà assez fait honte. Il a avancé vers Camilla avec un regard glacé. Comme s'il voulait briser la faible force qui lui restait. J'ai vu les épaules de Camilla se recroqueviller. Ses yeux rouges pleins de larmes, et j'ai senti mon cœur se serrer. J'ai fait un pas en avant, me mettant devant elle, prête à faire tout ce qu'il faudrait pour la protéger. Dans ma tête, les souvenirs de Camilla ont déferlé comme une avalanche. Je me suis rappelé ces jours où elle m'appelait en pleurs au téléphone. Chaque fois qu'elle perdait un enfant, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. À chaque fausse couche, je sentais son âme se briser en morceaux. Elle avait été une jeune femme douce, rêvant d'un foyer chaleureux. De repas en famille avec son mari et ses enfants. Mais la douleur, encore et encore, l'avait poussée au bord de l'abîme de la dépression. J'avais essayé d'être à ses côtés, même à distance au téléphone. Mais je n'aurais jamais imaginé que la famille Santillan, ceux à qui j'avais fait confiance, traiteraient ma fille de cette manière. Rodrigo, mon gendre, que j'avais un jour considéré comme un homme correct, montrait maintenant son vrai visage. Un bourreau invisible qui jetait ma fille dans le froid, la traitant comme une ordure. J'étais sur le point de devenir folle de rage, quand, à travers la grande fenêtre, j'ai aperçu Diego debout en silence sur la terrasse. Peut-être venait-il de faire un tour dans le quartier, et son regard dur, son poing serré, montrait qu'il avait entendu et vu toute cette cruauté. Je lui ai fait un léger signe de la tête, un signal pour qu'il n'intervienne pas à ce moment-là. Mais en moi, sa présence était un rayon d'espoir. Je savais que je n'étais pas seul. J'avais un témoin, quelqu'un qui connaissait la vérité. Rodrigo a fait un pas de plus, levant la main et me pointant directement, sans plus aucune politesse. Je vous préviens, c'est ma maison. Ne vous mêlez pas si vous ne voulez pas que les choses empirent. Il a esquissé une grimace, convaincu que je m'inclinerais devant le pouvoir de la famille Santillan. Mais il se trompait. J'ai serré les poings, entendant mes phalanges craquer, sentant toute la colère accumulée dans ma vie exploser à cet instant. L'air dans la salle était si dense qu'il semblait qu'une étincelle suffirait pour tout faire exploser. J'ai regardé Rodrigo droit dans les yeux. Ma voix a baissé, mais chaque mot a été aussi tranchant qu'un couteau. Tu crois que tu peux me menacer? Tu crois que tu peux continuer à blesser ma fille sans en payer le prix? Tu te trompes, Rodrigo. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je me suis tourné vers toute la famille Santillan, depuis Don Eduardo avec son visage froid jusqu'à Teresa avec son sourire à peine dessiné. Et puis Isabella avec ce regard de mépris. Vous tous, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à Camilla. Le salon des Santillans est resté plongé dans un silence terrifiant. Comme si l'air s'était évaporé et qu'il ne restait qu'une tension épaisse, prête à éclater à tout moment. J'ai posé ma main sur l'épaule de Camilla, j'ai senti ses épaules fragiles sous l'écharpe et ma voix est sortie ferme, sans la moindre hésitation. Ce n'est plus une affaire privée. C'est de la violence familiale. Ma voix est tombée comme une pierre dans un lac calme, secouant tout le monde dans la pièce. Teresa, encore avec sa coupe de vin à la main, a lâché un rire moqueur, agitant la coupe comme si elle profitait d'une blague. Violence? A-t-elle dit d'un ton sarcastique, avec un regard plein d'arrogance. Nous sommes seulement en train de l'éduquer, Rosa. Une épouse doit savoir quelle est sa place. Tu devrais nous remercier de l'avoir supporté si longtemps. Rodrigo a avancé d'un pas. Ses yeux, rouges à cause de l'alcool et de la colère. Il a craché ses mots d'un ton dur. Comme s'il mâchait chacun avant de le lancer. Là, elle fait semblant d'être dépressive. Elle fait semblant d'avoir mal pour ne rien faire. Personne ne la frappe.
Nous en avons juste marre de son inutilité. Il s'est arrêté, m'a fixé et a esquissé un sourire tordu. Réapprends à ta fille, Rosa. On ne perd pas des grossesses 4 fois de suite. Peut-être que c'était exprès. Ces mots ont été comme une lame aiguisée. Ils n'ont pas seulement traversé mon cœur, ils ont aussi déchiré les blessures que Camilla n'a jamais pu fermer. J'ai entendu sa respiration se couper. Comme si on lui avait donné un coup en pleine poitrine. 4 fausses couches. 4 fois où elle m'a appelé en pleurs, la voix brisée. En me disant qu'elle avait perdu les enfants qu'elle n'a jamais pu tenir dans ses bras. À chaque fois, je ne pouvais qu'embrasser le téléphone. Impuissante, de loin, en essayant de la consoler avec des mots vides. Et maintenant, Rodrigo osait se planter devant moi. Et dire qu'elle l'avait fait exprès. J'ai fermé le poing très fort. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans ma paume et le sang me monter au visage. La limite était franchie, je ne pouvais plus supporter. J'ai sorti le téléphone de la poche de mon manteau. Ma main tremblait, mais j'ai vite composé le numéro du commissariat le plus proche. Je vais appeler la police, ai-je dit d'une voix froide comme la glace, même si, à l'intérieur, j'étais un ouragan. La plainte sera déposée. Vous allez payer devant la loi. J'ai appuyé sur chaque mot comme si je les gravais dans l'air. Pour que tout le monde sache que je ne plaisantais pas. Rodrigo est resté paralysé. La bouteille de vin est tombée de sa main avec un claque sur le plancher en bois. Le vin rouge a taché le tapis coûteux. Il m'a regardé avec un éclat de panique dans les yeux. Même s'il essayait de retrouver son air de supériorité. Vous osez ? A-t-il crié, mais sa voix tremblait déjà. Comme s'il n'avait pas prévu que j'irais aussi loin. Don Eduardo, qui avait observé avec un visage froid, a fait un pas en avant. A réajusté sa cravate et sa voix grave et rauque a résonné avec autorité. Tu n'as aucune idée de qui tu défies, Rosa. J'ai passé ma vie assis sur le siège de juge. J'ai vu les choses les plus horribles de ce monde. Tu crois qu'un de tes appels va nous faire trembler ? Il m'a regardé avec des yeux tranchants comme des couteaux. Comme pour me rappeler que la famille Santillan n'était pas facile à plier. Mais je n'ai pas reculé. J'avais vu ma fille trembler dans le froid, et rien. Même pas le pouvoir de Don Eduardo n'allait me faire taire. Isabella, depuis la table, a croisé les bras et a lâché un sourire moqueur. Faites l'appel si vous voulez, Doña Rosa, dit-elle d'un ton provocateur. Voyons qui sera cru. Une vieille folle ou une famille respectée comme la nôtre ? Vous croyez que la police prendra votre parti ? Elle a ri, une risa venimeuse, convaincue que j'allais échouer. Camilla, encore assise sur le canapé, m'a tiré par la manche. Sa voix tremblante en un murmure. Maman, s'il te plaît, ne le fais pas. Je veux juste la paix. Ses yeux rouges, pleins de peur, semblaient dire qu'elle craignait que tout empire. Je l'ai regardée, sentant mon cœur se serrer. Je savais qu'elle avait peur. Peur de la vengeance des Santillans. Peur que les humiliations continuent de tomber sur elle. Mais je savais aussi que si je m'arrêtais maintenant, Camilla resterait piégée dans cette douleur pour toujours. Je lui ai serré la main avec force, essayant de lui transmettre un peu de mon courage. Tu n'as pas à avoir peur, lui ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Je vais te protéger, je te le promets. Je l'ai soulevé dans mes bras, et la neige de ses vêtements est tombée sur le tapis. Comme des morceaux brisés d'un rêve détruit. Je me fichais des regards de mépris de la famille Santillan. Des menaces qu'ils lançaient. Je savais seulement que je devais la sortir de cet endroit. De cette cage de cruauté où elle avait été enfermée trop longtemps. Quand je me suis tourné vers la porte, j'ai aperçu Diego sur le porche, à travers la vitre embuée. Il avait la main sur sa radio, les yeux allumés comme un feu caché, prêt à agir à tout moment. Je lui ai fait un léger signe de tête, suffisant pour qu'il comprenne que j'étais prête pour la bataille. Diego a répondu d'un hochement ferme. Sa main serrait encore la radio comme une promesse qu'il serait à mes côtés. Je suis sorti sans regarder en arrière. Derrière moi, j'ai entendu Teresa crier à la domestique de nettoyer. Le vin renversé sur le tapis. J'ai entendu Rodrigo frapper la table de la main, murmurant une malédiction. Et ensuite la voix grave mais colérique de Don Eduardo a résonné. Tandis qu'il appelait quelqu'un au téléphone. Tous ces bruits étaient comme des flèches dans mon dos. Mais je n'en avais plus rien à faire. J'ai emmené Camilla dans mon petit appartement, près du centre d'entraînement national.
là où j'avais vécu tant d'années comme entraîneuse. L'endroit n'avait rien de luxueux, juste un salon avec un vieux canapé. Une petite cuisine dans un coin. Et quelques photos de famille accrochées au mur. Mais pour moi, c'était un lieu sûr, où je pouvais protéger ma fille. Des insultes et du froid cruel de la famille Santillan. J'ai conduit Camilla dans sa chambre et l'ai allongée doucement sur le lit. Elle tremblait encore, même si elle était déjà enveloppée dans mon manteau épais. J'ai cherché dans le placard un vieux pull, je le lui ai mis. Et ensuite j'ai préparé une tasse de chocolat chaud dont l'arôme sucré a rempli l'air glacé. Bois, ma fille, ai-je murmuré en posant la tasse dans ses mains. Mais elle a seulement regardé le chocolat avec des yeux vides. Comme si elle ne croyait plus mériter un peu de chaleur. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Diego. Sa voix grave et ferme est arrivée par la ligne. Doña Rosa. Je viens de déposer le rapport initial à la commissariat. Mais je crois que la famille Santillan ne restera pas tranquille. Ils ont du pouvoir, vous le savez. Je suis prêt à témoigner si vous en avez besoin. J'ai senti la détermination dans son ton, comme une petite flamme qui ne s'éteint jamais. Diego, mon ancien élève. Celui qui, autrefois, se tenait dans la salle de sport avec des yeux brillants. Était maintenant à mes côtés dans une autre bataille. Aide-moi à me préparer, Diego, ai-je répondu d'une voix brève mais pleine de gratitude. Ça peut être un combat long. Il a seulement répondu avec une phrase simple. Je comprends, maîtresse. Je serai là. Le lendemain matin, j'ai emmené Camilla voir une psychologue en centre-ville. La docteure Morale, une femme âgée, au regard doux, nous a reçus dans une petite pièce chaleureuse. Après avoir parlé avec Camilla, elle m'a regardé et sa voix est sortie grave et triste. Elle souffre d'une dépression sévère, Doña Rosa. 4 fausses couches, ajoutées aux insultes constantes de sa belle famille, lui ont enlevé la confiance en elle-même. Elle a besoin de repos, de traitement et, surtout, de se sentir en sécurité. J'ai acquiescé, sentant mon cœur se serrer. Je savais déjà que Camilla n'allait pas bien. Mais l'entendre de la bouche de la docteure a été comme un coup de plus. Je l'ai regardée recroquevillée sur la chaise, les mains entrelacées avec force. Et je me suis blâmé de ne pas avoir été à ses côtés plus tôt. Cet après-midi-là, Diego est passé à l'appartement. Il portait des vêtements civils, pas l'uniforme de policier. Et il tenait un sac avec des fruits et quelques vieux livres de cuisine. Il les a posés devant Camilla et, un peu hésitant, il a dit « Je sais que tu aimes cuisiner. J'ai pensé que si tu recommençais avec de petites choses, comme un flan ou une soupe de nouilles, tu te sentirais mieux. » Sa voix était douce, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Camilla a baissé la tête, serrant le bord de son chemisier et a murmuré « Merci, mais je ne crois plus pouvoir faire quoi que ce soit. » Ces paroles m'ont traversé comme une aiguille dans la poitrine. Diego s'est attristé un instant, mais il ne l'a pas forcé. Il a seulement acquiescé en silence. Il a laissé le sac de fruits sur la table et s'est tourné vers moi. « Doña Rosa, ce dont vous avez besoin, dites-le. Je vous aide. » Le soir, quand Camilla dormait déjà, je me suis assise à la table de la cuisine sous la lumière faible, devant une pile de papier. J'ai entendu un bruit dehors, puis j'ai vu une grosse enveloppe glisser sous la porte. Silencieuse, comme une menace muette. Je l'ai ouverte. Dedans, il y avait une feuille avec des lettres maladroites écrites à la main. Ne vous opposez pas à la famille Santillan si vous ne voulez pas finir votre vie misérable comme votre fille. Rendez-vous. J'ai senti mon sang bouillir en la lisant. J'ai froissé le papier dans ma main jusqu'à en faire une boule et je l'ai lancé fort dans la poubelle. Le bruit sec a brisé le silence. Cette menace ne m'a pas fait peur. Au contraire, elle m'a donné plus de force. Il pensait que j'allais reculer. Il se trompait. Cette même nuit, j'ai commencé à ranger toutes les preuves d'argent que j'avais envoyées à Camilla ces dernières années. Les reçus de banque, les messages avec mes notes d'affection. Tout prouvait que j'avais toujours essayé de la soutenir. Même si je savais que cet argent avait été gaspillé par Rodrigo et sa famille. Chaque papier était un souvenir. Les fois où Camilla m'appelait d'une voix tremblante. Pour me dire qu'elle voulait acheter quelque chose pour la maison. Mais Rodrigo lui répondait que ce n'était pas nécessaire. J'ai serré le stylo si fort qu'il a failli se casser. J'avais fait confiance à Rodrigo.
Je pensais qu'il prendrait soin de ma fille, mais il n'avait vu en elle qu'un outil. Et quand elle n'a plus été utile, il l'a jetée sans pitié. Camilla s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle est sortie de la chambre sur des jambes tremblantes. Elle m'a vu assise là, au milieu d'une pile de papier. Avec le regard fatigué mais rempli de peur. Maman, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. J'ai peur. J'ai peur qu'il te fasse quelque chose. J'ai levé les yeux, j'ai rencontré ses yeux rouges. Et j'ai senti comme si mon cœur était serré dans un étau. Je me suis levé. Je suis allé vers elle et je l'ai prise dans mes bras. Sentant son corps fragile contre le mien. Tu n'as pas à avoir peur, lui ai-je dit d'une voix ferme. Même si, à l'intérieur, j'étais un nœud de douleur. À partir de maintenant, c'est moi qui vais te protéger de tout. Je te le promets. J'ai ramené Camilla au lit. Je suis resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais moi, je n'ai pas pu dormir. Je suis retourné à la table de la cuisine. J'ai continué à ranger les papiers et à faire la liste de ce qu'il fallait faire. J'ai appelé un vieil avocat que je connaissais, celui qui m'avait aidé dans une affaire liée à l'équipe de taekwondo. Il m'a promis d'examiner le dossier, mais m'a averti. La famille Santillan a beaucoup d'influence à Querétaro, Doña Rosa. Ils connaissent beaucoup de monde au tribunal. Vous devez vous préparer à un long combat. J'ai hoché la tête, même s'il ne me voyait pas. Je le sais, ai-je répondu. Mais je ne vais pas m'arrêter. Les semaines de préparation du dossier ont passé comme un cauchemar sans fin. Chaque nuit, sous la lumière faible de la lampe dans le petit appartement, je relisais feuille après feuille. Chaque reçu de dépôt, chaque rapport médical de Camilla. Ces chiffres et ces lettres froides étaient la preuve de l'amour que j'avais pour ma fille. Mais aussi un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait souffert. Enfin, le premier jour du procès est arrivé et j'ai eu l'impression d'entrer sur un tatami de taekwondo. Camilla et moi sommes entrés au tribunal de Querétaro. Le froid du matin traversait même mon manteau épais. Ma main serrait la sienne, sentant ses doigts glacés trembler dans ma paume. Ses yeux étaient rouges, avec des cernes qui montraient les nuits sans dormir. Elle baissait la tête comme si elle voulait se cacher des regards. Je me suis tenu droite, essayant d'être son soutien, même si, au fond, j'étais tout aussi bouleversé. Je suis là, lui ai-je chuchoté en serrant doucement sa main. Elle a acquiescé faiblement, mais dans ses yeux vides, on voyait comme si elle avait abandonné le combat depuis longtemps. Dans la salle, la famille Santillan était déjà là depuis tôt. Rodrigo portait un costume gris, avec l'assurance d'un avocat sûr de lui. Avant l'audience, il s'est assis, a ajusté sa cravate et nous a regardés du coin de l'œil avec mépris. À ses côtés se trouvait don Eduardo, son père, marchant lentement mais avec un regard froid comme un couteau. Il a esquissé un sourire confiant, comme s'il connaissait déjà le résultat du jour. Sur le banc des proches, Teresa et Isabella étaient bien installées, en vêtements élégants. Murmurant de temps en temps, nous lançant des regards. Je sentais l'hostilité dans chaque geste, mais je me suis forcé à rester calme, me rappelant qu'aujourd'hui, ce n'était pas mon combat. C'était celui de Camilla. Diego était aussi présent, assis sur le banc du public avec son uniforme de policier. Il m'a salué d'un léger mouvement de tête, et son regard ferme était comme une promesse qu'il ne nous abandonnerait pas. La présence de Diego m'a fait me sentir moins seul, comme si j'avais un allié au milieu de cette bataille. J'ai hoché la tête aussi, le remerciant en silence d'être toujours là, depuis cette nuit de Noël terrifiante jusqu'à ce jour. Le procès a commencé. Mon avocat, Monsieur Ravière, s'est levé et a présenté chaque preuve avec clarté. Il a montré les justificatifs de virement que je lui avais envoyés à Camilla pendant des années. Prouvant que je l'avais toujours soutenu, même si la plus grande partie de cet argent avait fini dans les mains de Rodrigo. Il a aussi présenté les dossiers médicaux de Camilla. Avec des notes détaillées du psychologue sur sa dépression. Après 4 fausses couches et les insultes constantes de la famille de son mari. Camilla n'a pas seulement souffert physiquement, elle a aussi été détruite émotionnellement. A dit Ravière d'une voix chargée d'émotion. On l'a traitée comme une étrangère dans sa propre maison. J'ai regardé Camilla. Je l'ai vue la tête baissée, les mains serrées l'une contre l'autre, comme si elle essayait de retenir la douleur. J'ai voulu me lever et la serrer dans mes bras, mais je savais que je devais rester ferme et laisser l'avocat faire son travail. Alors, les jeunes avocats de la famille Santillan se sont levés. Et j'ai commencé à sentir l'injustice s'infiltrer dans la salle. L'un d'eux, avec un costume noir brillant, a parlé d'une voix forte.
Camilla fait seulement semblant d'être malade pour qu'on la gâte. La famille Santillon lui a tout donné, du toit et de la nourriture. Jusqu'à couvrir tous ses besoins. Mais elle n'a pas répondu. Elle n'a pas rempli ses devoirs d'épouse. Ces mots ont été comme une gifle sur mon visage. Faire semblant, gâter. J'ai fermé les poings si fort que j'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Ils ont appelé un témoin, Madame Martha. L'ancienne employée de maison des Santillon est montée à la barre, le regard fuyant, la voix tremblante. Mais elle a déclaré. Madame Camilla avait l'habitude d'être paresseuse. Elle restait enfermée au 4e étage toute la journée et négligeait la maison. Je devais tout faire, de la cuisine au ménage. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Camilla, la même qui préparait chaque repas avec soin. Et qui faisait un flanc maison pour régaler toute la famille. Était maintenant traitée de paresseuse. Je me suis levé d'un bond, incapable de me contenir. Vous mentez. Camilla n'a jamais été comme ça. Mais le juge, un homme d'âge moyen, au visage sévère, a frappé de son maillet et a dit froidement. Silence, s'il vous plaît. Nous sommes dans un tribunal. Je me suis rassis, le cœur battant à 1000. Avec l'impression de manquer d'air. J'ai réussi à regarder Don Eduardo, et il a souri. Un sourire discret, suffisant, puis il a hoché légèrement la tête vers le juge. Un fil invisible entre eux m'a glacé la peau. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais clairement. Ils avaient préparé cette journée, et moi, je n'étais qu'un pion sur leur échiquier. Camilla restait voûtée, ses mains tremblantes agrippant le bord de la chaise. J'ai vu Diego au dernier rang, serrant les dents, les poings fermés, comme s'il luttait lui aussi pour contenir sa colère. L'avocat Ravière a continué d'une voix ferme. Nous voulons présenter une preuve fondamentale, l'enregistrement de la nuit de Noël. Où l'on entend les insultes et la maltraitance psychologique de la famille Santillon envers Camilla. Il a lancé l'audio que Diego avait enregistré en secret, et la voix de Rodrigo a résonné, froide et cruelle. Là elle fait juste semblant d'être dépressive pour éviter ses obligations. Puis celle de Teresa. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, même si elle mange bien, ne sert à rien. Et celle d'Isabella, sarcastique. Pour de vrai, elle ne sait même pas accoucher. La salle d'audience est restée silencieuse. On n'entendait que des chuchotements étouffés. J'ai regardé Camilla et je l'ai vue se recroqueviller, comme si ces mots la traversaient encore une fois. Mais alors, l'avocat des Santillon s'est levé et a protesté immédiatement. Cet enregistrement n'est pas légal. Il a été fait sans le consentement des personnes impliquées. Il viole le droit à la vie privée. Le juge a acquiescé d'une voix sèche. L'enregistrement n'est pas admis comme preuve. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'ai failli tomber, m'accrochant fort au siège pour ne pas m'effondrer. L'enregistrement. La preuve la plus claire de la cruauté de la famille Santillon. Rejeté juste pour une question technique. La salle s'est remplie de murmures. Certains demandaient, incrédules, d'autres secouaient la tête sans comprendre. J'ai regardé Diego et je l'ai vu la tête baissée, les poings tremblants sur les genoux. Camilla a caché son visage entre ses mains, ses épaules secouées, comme si elle luttait pour ne pas pleurer. Je voulais devenir folle. Je voulais me jeter vers le siège du juge et exiger la justice. Mais je savais que, dans cette salle, la justice n'était pas de notre côté. Don Eduardo restait assis là, avec un regard calme mais suffisant. Comme s'il avait su d'avance que tout finirait ainsi. J'ai serré fort la main de Camilla, essayant de lui donner un peu de force. Même si moi-même, je me sentais vaincu. Après une semaine de procès, des jours interminables et tendus, le jour de la sentence finale est enfin arrivé. J'étais assise dans la salle du tribunal de Querétaro, la main de Camilla entre les miennes. Sentant ses doigts froids et tremblants. Toute la semaine, j'avais essayé de rester ferme. Mais chaque nuit, en revenant au petit appartement, je sentais mon cœur serré par l'angoisse et l'impuissance. Camilla était à mes côtés, les yeux rouges à force de nuit blanche. Le visage pâle comme si on lui avait arraché la vie. Je lui ai serré la main avec force, essayant de lui transmettre un peu de courage. Même si moi aussi, je tremblais. Devant nous, Rodrigo est entré dans la salle d'un pas hautain. Ajustant sa cravate comme si ce n'était qu'un jour ordinaire dans sa vie. Teresa, sa mère, lissa sa robe et s'assit bien droite, les lèvres peintes d'un rouge sombre, affichant un sourire confiant, comme si elle connaissait déjà le résultat.
Isabella, à ses côtés, dans une tenue voyante, nous regardait avec mépris. Don Eduardo, imposant, se plaça derrière Rodrigo avec un regard dur, comme pour nous rappeler que la famille Santillán avait toujours tout sous contrôle. Diego était sur le banc des observateurs, encore en uniforme de policier. Ses yeux étaient fermes, mais il ne pouvait pas cacher son inquiétude. Il hocha légèrement la tête vers moi, comme une promesse silencieuse qu'il serait là, quoi qu'il arrive. Je lui ai répondu d'un regard reconnaissant, consciente du soulagement que me donnait sa présence. Mais quand le juge, un homme d'âge moyen, au visage impassible, entra dans la salle, un frisson me parcourut le dos. L'ambiance devint lourde, comme si tous attendaient un verdict inévitable. Le juge parla d'une voix sèche et ferme. Le tribunal accepte la demande de divorce entre la demanderesse Camila Herrera Vargas et le défendeur Rodrigo Santillán. Ces mots furent comme un rayon d'espoir en moi. Camila éclata en sanglots, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je lui serrai la main, lui indiquant de se calmer et de continuer à écouter. Le divorce, c'était ce que je voulais pour Camila, qu'elle puisse échapper à la cage cruelle des Santillán. Mais je savais que ce jugement n'était pas la fin. Le juge poursuivit d'une voix monotone, comme s'il lisait un rapport. Cependant, le tribunal ne reconnaît pas les accusations de violence domestique faute de preuves légales. Concernant les biens, puisque Rodrigo Santillán a contribué davantage à l'entretien du mariage, la majorité des biens communs lui reviendra. Ces mots tombèrent comme un coup de marteau en plein cœur. Je suis resté glacé, la respiration bloquée dans ma gorge. Ne pas reconnaître la violence domestique. Manque de preuves. Je me suis rappelé l'enregistrement de la nuit de Noël. Les paroles cruelles de Rodrigo, de Teresa et d'Isabella. Mais il avait été rejeté à cause d'un simple détail technique. Je me suis souvenu des dossiers médicaux de Camila, des reçus de mes transferts. Tout avait été déformé par l'équipe d'avocats des Santillán, transformé en preuve contre nous. Et alors j'ai compris. Don Eduardo, avec son passé de juge, avec ses connexions profondes dans le système judiciaire. Je l'ai regardé et j'ai vu comment il inclinait légèrement la tête, avec ce sourire satisfait toujours sur les lèvres. Tout était arrangé. Ils avaient manipulé la sentence, et nous, Camila et moi, n'étions que des pions dans leur jeu. Je n'ai plus pu me contenir. Je me suis levé d'un bond. Ma voix est sortie brisée par la colère et la douleur. Vous êtes trop injuste. Ce n'est pas de la justice. Mon cri résonna dans la salle, plongeant tout dans le silence. Camila m'a pris la main, les yeux pleins de panique, mais je ne me suis pas arrêté. Vous avez vu comment ils ont traité ma fille. Vous avez entendu ce qu'elle a dû supporter. Et vous osez dire qu'il n'y a pas eu de violence? Vous osez lui arracher tout? Un garde s'est approché. Sa voix était ferme. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir vous demander de sortir. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le juge. Mais il restait là, impassible, comme si mes mots n'avaient aucun poids. Je me suis assise avec les mains tremblantes, sentant que le monde entier s'effondrait sous mes pieds. Rodrigo s'est tourné, m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé un sourire moqueur. Il a ajusté sa cravate comme s'il venait de remporter une grande victoire. Teresa et Isabella se sont donné un coup de coude, riant à voix basse, en s'assurant que je les entende. Ce rire était comme un couteau enfoncé profondément dans mon cœur. Don Eduardo hocha lentement la tête, son regard tranquille, comme si cette affaire n'était qu'une de plus parmi toutes celles où il avait mis ses mains. Je les ai regardés tous, un par un, sentant le sang bouillir dans mes veines. Il n'avait pas seulement volé la justice de Camila, il me volait aussi la foi dans le système que j'avais cru juste. Camila se couvrit le visage avec ses mains. Tout son corps tremblait. Ses sanglots étouffés me brisaient l'âme. J'ai voulu la serrer, lui dire que tout irait bien, mais je n'ai pas pu prononcer un mot. Les phrases du juge résonnaient encore dans ma tête comme une condamnation, non seulement pour Camila, mais aussi pour moi. Diego, assis au fond, se leva brusquement, fixant du regard la famille Santillán. Je vis les veines gonfler sur ses bras, ses poings serrés, comme s'il retenait une fureur prête à exploser. Je lui ai fait signe de se calmer, même si moi-même je voulais crier, tout brisé dans cette salle. Le juge frappa de son maillet. Sa voix forte retentit. La séance est levée. Tout le monde peut se retirer. Le son du maillet tomba comme un point final. Mais pour moi, ce n'était que le début d'une nouvelle douleur. Les gens commencèrent à se lever. On entendait des conversations, des papiers qu'on rangeait.
Mais je restais là, serrant fort Camilla dans mes bras. Ses épaules tremblaient à chaque sanglot, et ce pleur me détruisait de l'intérieur. J'ai voulu lui dire quelque chose pour la consoler, mais ma gorge s'est serrée, comme si aucun mot n'avait d'utilité face à cette douleur. La sentence injuste n'avait pas seulement arraché les biens de Camilla. Elle m'avait aussi enlevé la dernière once de foi dans le système que je croyais protecteur. Rodrigo s'avança lentement vers moi, avec l'assurance arrogante de celui qui vient de gagner une grande victoire. Il se pencha près de mon oreille et murmura avec une moquerie venimeuse. « Vous voyez, Rosa ? Je vous l'avais dit. Ne cherchez pas à me résister. Vous n'êtes qu'une vieille inutile. » Il a lâché un sourire tordu, ses yeux brillants de triomphe, puis il s'est retourné pour partir. Comme si Camilla et moi ne valions rien à ses yeux. Ces paroles ont été comme de l'essence jetée sur le feu de la colère qui brûlait en moi. Le sang m'est monté à la tête. J'ai fermé le poing si fort que mes veines se sont marquées. Tout mon corps tendu comme un arc, prêt à se relâcher. Je voulais me jeter sur lui. Je voulais lui coller un coup direct en plein visage arrogant. Lui rendre tout ce qu'il avait fait subir à ma fille. Après tant d'années comme entraîneuse de taekwondo, j'avais appris à me contenir. Mais à cet instant, j'ai senti toutes mes barrières se briser. J'ai fait un pas en avant. Mon cœur battait à tout rompre. Prêt à faire quelque chose dont je savais que je pourrais me repentir. Mais alors Diego s'est avancé d'un bond, se mettant devant moi. Ses yeux brûlaient, ses lèvres serrées, son poing fermé comme s'il allait l'abattre sur Rodrigo. J'ai vu en lui la même rage que moi. Il ressentait une indignation impossible à contenir devant tant d'injustice. La salle du tribunal s'agita. Soudain, des voix s'élevèrent. Ils vont se battre ? Un policier frappant dans un tribunal. Certains sortirent leur téléphone. Les éclairs des caméras illuminèrent la scène, enregistrant la tension. J'ai vu un journaliste dans un coin lever sa caméra avec l'air avide de celui qui flaire un scandale. Rodrigo se retourna en voyant Diego. Il sursauta un instant, mais retrouva aussitôt son attitude provocatrice. Il sourit froidement et dit. « Si tu oses me frapper, je te ferai tout perdre. » Qui crois-tu être ? Un simple policier de 4e zone. Il fit un pas de plus, le provoquant, comme s'il était sûr que Diego n'oserait pas le toucher. J'ai vu le poing de Diego trembler, sa respiration agitée, ses yeux rougis. À cet instant, j'ai su qu'il pouvait faire quelque chose dont il n'y aurait pas de retour possible. Soudain, Camilla se détacha de mon bras, courut vers lui et s'accrocha à son bras en pleurant d'une voix brisée. « Non, je t'en supplie, ne le fais pas. Je ne veux pas que maman ni toi ne deveniez violents comme lui. Je veux juste la paix. Je veux juste continuer à vivre. » Son cri a déchiré l'air et d'un coup, toute la salle est restée silencieuse. J'ai vu les larmes rouler sur le visage de Camilla. Ses mains fines, accrochées à Diego comme si c'était son dernier soutien. Diego resta figé, respirant avec difficulté. Ses yeux flamboyants s'éteignaient peu à peu. Son poing trembla encore quelques secondes, dur comme une pierre. Puis il se relâcha lentement. Il baissa la tête, les lèvres serrées, luttant pour contenir la rage qui le consumait. J'ai entendu clairement le clic des caméras des journalistes. Les éclairs qui illuminaient la scène montraient Camilla serrant Diego dans ses bras et Rodrigo en face, avec ce sourire moqueur et hautain. Certains, dans la salle, peut-être étrangers à l'affaire, se mirent à sangloter. Un murmure de pleurs doux s'éleva, comme si la douleur de Camilla les avait traversés. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu une femme âgée s'essuyer les larmes, un homme d'âge moyen hocher la tête avec une expression douloureuse. Mais la famille Santillan était toujours là, inchangée. Teresa et Isabella chuchotaient entre elles avec un sourire froid sur les lèvres. Don Eduardo, avec son port d'autorité, a hoché légèrement la tête, comme si tout restait sous son contrôle. Le juge frappa de son maillet. Sa voix résonna avec froideur. « Ordre. Si vous continuez à faire du vacarme, j'appellerai les gardes pour faire sortir tout le monde d'ici. » Le son du maillet fut comme un avertissement, ramenant tout le monde à la réalité. J'ai avancé. J'ai pris Camilla et je l'ai serrée fort. Elle pleurait encore. Son corps tremblait dans mes bras comme une enfant perdue. Diego était à côté, la tête baissée, les lèvres serrées, comme s'il se reprochait de ne pas pouvoir faire plus. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai hoché doucement la tête, comme pour lui dire que je comprenais, que je le remerciais d'être là. Rodrigo a ajusté sa cravate,
s'est retournée et est partie d'un pas chargé de triomphe. Teresa et Isabella l'ont suivi. Leurs rires froids ont résonné comme un autre couteau planté dans ma poitrine. La salle s'est peu à peu vidée. Les présents ont commencé à sortir, nous laissant, moi, Camila et Diego. 3 personnes partageant la même amertume coincée dans la gorge. J'ai serré Camila encore plus fort, sentant sa respiration faible contre mon épaule. « Maman » a murmuré Camila d'une voix brisée. « Je ne veux plus me battre. Je suis fatigué. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison ?» Ces mots m'ont déchiré le cœur. J'ai voulu lui dire que tout irait bien, que je continuerais à me battre. Mais ma gorge s'est serrée et je n'ai pas pu prononcer un mot. J'ai fait sortir Camila de la salle, avec Diego marchant à nos côtés, en silence, mais le regard ferme dans le couloir du tribunal. Le faible soleil de Querétaro entrait par les fenêtres, mais il ne réussissait pas à réchauffer mon cœur. Je savais que le jugement d'aujourd'hui n'était pas seulement une défaite, c'était une déclaration de guerre. La famille Santillan avait peut-être gagné au tribunal, mais je ne les laisserai pas gagner dans la vie de Camila. Je l'ai regardé et j'ai vu ses yeux rouges, mais avec un petit éclat encore. Comme s'il restait une étincelle d'espoir, même minime. Et pour cette étincelle, j'ai juré que je ne me rendrais pas. Dans les jours qui ont suivi le procès, Querétaro a semblé s'agiter d'un courant souterrain. La presse locale a commencé à en parler. Des gros titres en gras sont apparus en première page. Le procès Santillan, la justice a été achetée. Je lisais ces mots le cœur battant fort, comme si c'était la voix de notre propre douleur, celle de Camila et la mienne. Sur les réseaux sociaux, la vidéo montrant Camila serrant Diego dans la salle s'est diffusée rapidement. L'image de ma fille aux yeux rouges, la voix brisée, suppliant Diego de ne pas devenir un homme violent, a touché beaucoup de cœurs. Les commentaires se sont remplis d'indignation. La famille Santillan croit pouvoir tout manipuler. Et Camila mérite mieux que ça. Je m'asseyais dans notre petit appartement pour lire ces mots. Et je sentais un peu de consolation, même si le tribunal nous avait tourné le dos. La voix de la communauté commençait à se placer du côté de Camila. La famille Santillan, malgré sa victoire légale, a commencé à sentir le prix de cette victoire. J'ai entendu dire que les anciens collègues de Don Eduardo murmuraient dans son dos. Des rumeurs sur la façon dont il avait utilisé son pouvoir pour plier la justice. Rodrigo, avec le surnom « l'avocat de l'injustice », est devenu la cible de critiques sur les forums en ligne. Le prestige que la famille aimait tant exhiber vacillait maintenant. Comme un château de sable emporté par les vagues. Je ne m'en réjouissais pas, mais je ressentais un peu de justice. Pas de la part des tribunaux, mais de la voix du peuple. J'ai emmené Camila vivre avec moi dans mon petit appartement. Où il n'y avait que la lumière jaune et chaude des lampes et des photos de famille accrochées au mur. Chaque matin, je me levais tôt et je lui préparais le petit déjeuner. Parfois, c'était des chilaquiles à la sauce rouge. D'autres fois seulement une assiette d'œufs frits avec des tortillas. Camila s'asseyait lentement à table. Serrant une tasse de thé chaud, le regard tourné vers la fenêtre où la faible lumière du soleil se faufilait entre les toits de Querétaro. Il y avait des moments où je voyais des larmes rouler sur ses joues silencieuses, comme des gouttes de pluie. Mais je savais que, même lentement, Camila guérissait. Chaque jour, elle parlait un peu plus. Et ses yeux n'étaient plus aussi vides qu'avant. Je ne la pressais pas. Je restais juste à ses côtés, comme une mère, toujours prête à protéger sa fille de n'importe quelle tempête. Diego est devenu une partie essentielle de nos vies. Il venait souvent parfois avec un petit bouquet de poinsettias. D'autres fois avec quelques pains sucrés de la boulangerie du coin. Chaque fois qu'il arrivait, je voyais Camila s'illuminer un peu. Comme si sa présence était un remède pour son âme. Un après-midi, Diego, un peu nerveux, a donné à Camila une petite boîte. Dedans, il y avait un porte-clés en forme d'uniforme de taekwondo. Le même symbole que je lui avais appris à lui et à mes autres élèves. « Tu n'as pas besoin d'être forte tout de suite », dit Diego d'une voix douce mais ferme. « Mais tu peux recommencer petit à petit, comme l'a fait Madame Rosa. » Camila a pris le porte-clés, elle est restée immobile, les yeux brillants d'émotion. Elle a serré les lèvres pour retenir ses larmes, puis a hoché la tête lentement. « Merci », murmura-t-elle d'une voix basse mais pleine de sentiments. Je l'ai regardée de loin, en silence, sentant un soulagement, comme si on m'enlevait un poids des épaules. Pendant tant d'années, Camila avait été méprisée, traitée d'inutile. Mais maintenant, quelqu'un voyait sa vraie valeur. On l'appréciait,
non pas pour ce qu'elle pouvait faire, mais pour qui elle était. Je me suis retourné et j'ai essuyé une larme qui coulait sur ma joue, ne voulant pas que Camilla me voie fragile. Un après-midi, quand le coucher de soleil baignait tout l'appartement. Camilla était assise face à Diego sur le canapé. Elle avait la tête basse, les mains tordant le bord de son pull, la voix tremblante. « Diego, il se peut que je ne puisse jamais avoir d'enfant. Si ça te déçoit. » Alors elle s'est arrêtée, comme si elle craignait que ces mots gâchent tout. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de laver la vaisselle, mais le cœur suspendu, attendant la réponse de Diego. Il a souri, un sourire tendre mais ferme. Il a pris les mains de Camilla, l'a regardée droit dans les yeux et a dit. « Je n'ai pas besoin de ça, Camilla. Rien qu'avec toi, j'ai déjà une famille. » Ces mots ont été comme une bouffée d'air chaud, dissipant le froid qui restait encore dans ma poitrine. Je les ai entendus avec un nœud dans la gorge et la vue embuée. Pendant des années, Camilla avait été humiliée. Traitée comme une épouse ratée juste parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais maintenant, quelqu'un lui disait qu'elle suffisait. Qu'elle méritait d'être aimée juste pour qui elle était. J'ai tourné la tête, laissant mes larmes tomber en silence. Le cœur rempli d'une gratitude impossible à exprimer. Pâques est arrivé, et j'ai emmené Camilla par la main marcher sur la place centrale de Querétaro. Comme quand elle était enfant, quand elle me tenait la main et sautillait joyeusement dans les rues illuminées. Ce jour-là, la place était pleine, avec des rires d'enfants et l'arôme des tamales venant des stands. Camilla portait un pull léger, les cheveux attachés en haut, et pour la première fois depuis de nombreux mois. Je l'ai vue sourire, un sourire radieux, clair comme le soleil de printemps. « Maman, ces jours me manquent, dit-elle d'une voix douce. Ça me manque quand tu m'apprenais à faire du flan, quand tu me racontais tes combats de taekwondo. » J'ai souri en serrant sa main fort. « Il me manque aussi, ma fille, et je serai toujours là pour créer d'autres souvenirs avec toi. » Quand nous nous sommes assises sur un banc en bois en regardant les enfants jouer autour de la fontaine. Je me suis soudain rendu compte d'une vérité simple mais profonde. La justice dans les tribunaux peut être déformée. Elle peut être achetée par le pouvoir et l'argent. Mais la justice du cœur, l'amour, le respect et la résistance, personne ne peut les toucher. Camilla, même si elle a trop perdu, continue de se retrouver chaque jour, pas à pas. Et moi, une mère qui avait autrefois pensé être impuissante. Maintenant je comprends que ma plus grande force n'est pas dans les coups portés sur le ring, mais dans l'amour pour ma fille. Diego est arrivé avec un sac de churros encore chaud. Il s'est assis à côté de Camilla, lui en a donné un et tous les deux ont ri et discuté comme de vieux amis. Je les ai regardés, le cœur rempli d'espoir. Peut-être que Camilla n'oubliera jamais les blessures que la famille Santillon a laissées. Mais elle apprend à aller de l'avant, à s'aimer elle-même et à s'ouvrir à ceux qui la valorisent vraiment. Et moi, même si j'ai déjà 65 ans, même si j'ai mené beaucoup de batailles dans ma vie. Je sais que cette lutte pour le bonheur de Camilla est la plus importante de toutes. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur certains faits réels. Les noms et les lieux ont été changés pour protéger l'identité de ceux qui y ont été impliqués. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un écoute et prenne un moment pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Je ressens une vraie curiosité. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Choisirais-tu de te taire pour garder la paix? Ou oserais-tu tout affronter pour retrouver ta voie? Je veux savoir ce que tu en penses. Car chaque histoire est une bougie qui peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours. Et je crois fermement que le courage nous conduit à des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final je te laisse deux des histoires les plus aimées de la chaîne. Je t'assure qu'elles vont te surprendre. Merci d'être resté jusqu'ici.